Pour les évangélistes, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire ils considèrent, dans leur foi, que pour que le Messie arrive, il faut que l'ensemble des Juifs soient réunis en Terre Sainte et convertis, de gré ou de force. C'est pour eux la condition sine qua non pour que le Messie puisse diriger les forces du bien contre les forces du mal dans la fameuse bataille de la fin des temps, qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Dominique Vidal, bonjour. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors j'aurais une question très simple. Pourquoi les USA soutiennent-ils Israël coûte que coûte? Je crois qu'il faut comprendre que les États-Unis ont besoin de relais de leur puissance dans le monde entier. Au Moyen-Orient, il y a deux points d'appui essentiels, c'est Israël et l'Arabie saoudite. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Les États-Unis ont été le premier pays en 1948 à reconnaître Israël. Et comme je le disais tout à l'heure dans la conférence avec Bertrand Badi, la rencontre de Roosevelt avec Ibn Saoud en 1945 sur le Persie a marqué le début. Donc si vous voulez, des deux côtés, on a, je dirais, les deux jambes de la puissance américaine au Moyen-Orient. Dans l'électorat de Donald Trump, il y a des dimensions différentes les unes des autres. Ce n'est pas un électorat homogène. Donc vous avez évidemment ce qu'on appelle, il s'appelle eux-mêmes comme ça aux États-Unis, le lobby juif, qui soutient traditionnellement la politique israélienne et donc pousse son gouvernement à soutenir Israël. Et puis vous avez un autre type de lobby qui est le lobby évangéliste. Alors, il y a une différence notable entre les deux, c'est que le lobby juif a à faire face aujourd'hui à une crise profonde dans la communauté juive. C'est-à-dire que la majorité des juifs américains sont hostiles à la politique de Netanyahou et de Trump vis-à-vis de la Palestine. Alors qu'on a plutôt un renforcement du soutien des évangélistes. Il y a une deuxième différence, c'est une différence de nature dans le soutien. C'est-à-dire le soutien qui était celui du lobby juif jusqu'à la crise dont je parle, c'était un soutien de caractère politique, de caractère géopolitique, diplomatique, etc. Pour les évangélistes, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire ils considèrent, dans leur foi, que pour que le Messie arrive, il faut que l'ensemble des Juifs soient réunis en Terre Sainte et convertis, de gré ou de force. C'est pour eux la condition sine qua non pour que le Messie puisse diriger les forces du bien contre les forces du mal dans la fameuse bataille de la fin des temps, qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Pour revenir au livre L'État du monde sur la fin du leadership américain, c'était une question que j'avais pour Bertrand Badi, mais je veux vous la poser quand même. Assiste-t-on à une nouvelle guerre froide entre les USA et la Chine? Je crois que ça n'est pas comparable à la guerre froide. C'est-à-dire, ce à quoi on assiste, c'est, comme Bertrand Badi l'a expliqué, comme le livre le montre, une diminution relative de la puissance américaine dans le monde du fait de la poussée des États émergents et notamment de la Chine. C'est-à-dire que la part du produit intérieur brut mondial que représente l'économie américaine, elle a diminué considérablement, elle est passée de 40% à environ 8%. Vous avez le même phénomène avec le commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit que les États-Unis sont la première puissance mondiale, c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est vrai au sens où ils sont de loin la puissance la plus importante, mais en termes de commerce et en termes d'économie, d'une part la Chine et d'autre part l'Union européenne sont passés devant. C'est-à-dire qu'au sens propre, si on est rigoureux dans la définition, on doit dire que les États-Unis sont la troisième puissance mondiale, derrière la Chine et derrière l'Union européenne. Pour terminer, votre avis sur la présence quotidienne de Zemmour à la télé? De qui? De Zemmour à la télé. Je ne parle pas de ces individus. Je trouve qu'aujourd'hui, en France, nous avons une espèce de
dégueulis de racisme qui est favorisé par un certain nombre de chaînes de télévision, pas toutes, mais certaines, qu'on retrouve dans les journaux. On a même malheureusement des ministres du gouvernement qui participent à ce type de diffamation, à ce type d'expression de mépris et de racisme. C'est quelque chose d'absolument insupportable. Et je voudrais redire ce que je dis à tout le monde quand on parle de ça. Pourquoi tous ceux qui, au nom de la laïcité à la française, se dressent contre l'utilisation, le port du voile, pourquoi ils ne parlent jamais de la kippa, des jeunes juifs, et des croix, des chrétiens? Parce que si on était honnête, si on voulait défendre vraiment la laïcité, alors on parlerait de tous les signes religieux extérieurs. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais entendu Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'est fait remarquer par son ardeur à combattre le voile, je ne l'ai jamais entendu parler de la kippa, ni parler des croix. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, j'avais une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on peut déceler un éventuel dénominateur commun entre les protestataires de Hong Kong, les manifestants algériens, les gilets jaunes français, tout en sachant que ces mouvements de protestation répondent en premier lieu à des considérations spécifiques et locales? Est-ce qu'on peut tout de même y déceler un dénominateur commun et un enseignement d'un point de vue géopolitique pour notre époque? Oui, je crois que, évidemment, chaque mouvement est un mouvement spécifique qui répond à des questions qui sont posées dans la réalité nationale, ça va de soi, hein. Ça a toujours été comme ça. Même quand on parle du populisme, ça n'empêche que chaque mouvement populiste est différent en fonction de la réalité. Salvini n'est pas Orban, Orban n'est pas Kaczynski, etc. Mais le point commun, c'est que les peuples se soulèvent à la fois contre les conséquences économiques de la mondialisation, l'appauvrissement que subissent non seulement les couches les plus pauvres, mais aussi les classes moyennes. Et deuxièmement, ils se soulèvent contre la répression, contre l'absence de liberté, contre tout ce qui empêche les gens de s'exprimer librement. Si vous ajoutez à ça la revendication de la dignité, ben vous avez 3 éléments communs à la plupart des situations. C'est évident, cela dit, qu'il y a quelque chose de spécifique au monde arabe. On avait cru, certains nous avaient dit que les révolutions arabes étaient terminées, après l'écrasement à la fois en Syrie, en Arabie Saoudite, en Égypte, etc. Visiblement, on est en train de vivre l'acte 2 des révolutions arabes. On est en train de voir en Algérie, au Soudan, au Liban, en Irak. On a vraiment quelque chose qui est assez fantastique par rapport à ce qu'on pouvait croire, penser le mouvement terminé. Non, il n'est pas terminé, il est reparti. Et je pense que c'est un grand sujet de préoccupation pour les dirigeants arabes. On va terminer sur cette note d'espoir et puis à très bientôt Dominique Vidal sur la tribune des Pirates. Très volontiers.